Bonjour, je suis Michel Soyer et j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle émission des Mandarins de l'économie et de la culture sur Mandarin TV. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir la princesse Caroline Murat. Caroline Murat a fait une carrière exceptionnelle dans la musique classique, mais pas que, parce qu'on va parler aussi de musique contemporaine, mais pas que, parce qu'il y a toujours de la danse. Et il n'y a pas que la France, puisqu'il y a de nombreux pays dans lesquels la princesse Caroline Murat a travaillé en tant qu'organisatrice d'événements musicaux, en tant qu'interprète. Et elle a été à très bonne école avec des maîtres au nom exceptionnel. Alors, Caroline, est-ce que tu peux me résumer un petit peu, en fait, comment on devient Caroline Murat? Caroline Murat ou Caroline Haffner? Bonne question. Alors, parlons de Haffner et tu m'expliques pourquoi Haffner. Alors Haffner, j'ai commencé ma carrière sous le nom de ma maman, de ma chère mère, parce que sa famille venait de Salzbourg, en Autriche, la ville de Mozart. Et il se trouve que un lointain ancêtre de maman était le maire de Salzbourg, Sigmund Haffner, et en même temps le mécène et le protecteur de Mozart, voilà. Et c'est pour cela que Mozart a composé une symphonie, la symphonie Haffner, et une sérénade, la Haffner sérénade. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris le nom de maman. Pour ma carrière de pianiste, je trouvais que ça avait un sens tout particulier. Alors, depuis, ta vie est une symphonie, c'est ça? Oui, parfois une sérénade. Ah, très bien. Alors, tu as travaillé avec les plus grands, j'ai peine à citer tout le monde, mais Jean-Saul François, le général de Gaulle t'avait repéré apparemment, enfin, des choses qui vont parler à nos amis chinois. Oui, quand j'étais enfant, j'étais ce que l'on appelle un enfant prodige, entre guillemets, hein, mais pas du tout comme certains, comme Kissine, non, pas du tout. Enfin, quand même, j'étais très précoce. Ce qui fait que je me suis retrouvée à Moscou à l'âge de 15 ans. Et que le général de Gaulle, j'ai été présentée au général de Gaulle et qui m'a honoré des mots suivants, un jeune espoir de la France. Bon, j'étais très contente, ça m'a marqué, j'étais très impressionnée, surtout quand on a 15 ans et le général de Gaulle est très grand, donc était très grand, donc voilà, c'était très impressionnant. Et puis j'ai eu la chance de travailler avec des professeurs tels qu'Alfred Cortot, Samson François. J'ai eu mon diplôme de concertiste remis par Charles Munch. Enfin voilà, toute une série de gens merveilleux, Rostropovitch, qui m'ont accompagné tout au long de mon début de carrière. Alors, la musique classique, c'est un univers en tant que tel, mais c'est un univers au sens universel, parce que c'est dans tous les pays du monde, puisque je rappelle que la musique classique à part l'opéra, ne parle pas de langue, donc tout le monde peut la comprendre. C'est véritablement un art universel, et tu n'as pas manqué de te produire dans beaucoup de pays, hein, notamment Oui. l'Europe de l'Est, Oui, mais absolument. est-ce que tu es allé un peu en Chine? Mais oui, absolument. Alors parle-nous de ton expérience chinoise. Bah, écoutez, ça a été formidable parce que j'ai donné des masterclass au Conservatoire de Pékin. Et j'ai pu voir quel vivier de talent vraiment la Chine avait au niveau du piano, hein, je parle du piano. C'était vraiment tout à fait impressionnant. Je n'ai pas été très surprise parce que j'ai eu la chance, étant fondatrice de l'Académie du Festival de Verbier en Suisse, j'avais eu la chance de rencontrer Lang Lang très jeune, à son tout début de carrière, donc j'avais déjà pu voir à quel point il y a une capacité de concentration chez les jeunes musiciens chinois, très impressionnante, mais une concentration sur le long terme qui leur permet d'avoir des répertoires impressionnants, une technique incroyable, enfin, c'est remarquable. Et d'ailleurs, actuellement, il y a une pianiste chinoise que j'adore, que j'aime beaucoup, qui est Yuja Wang, et qui est tout à fait exceptionnelle. Il y a un vrai vivier de grands talents en Chine pour la musique classique. Mais alors c'est une décision nationale ou c'est parce que les talents sont issus du nombre d'habitants et que donc statistiquement on va trouver plus de grands talents comme dans le sport ou comme dans le cinéma, etc. Oui, ta remarque est tout à fait juste, c'est un peu des deux si tu veux. Bien sûr une volonté politique, parce que la musique est un ambassadeur merveilleux, c'est quelque chose d'universel qui parle à tout le monde et qui ne crée pas de controverse. Enfin, sauf on pourrait parler de certains cas mais au niveau des compositeurs ou de l'expression de certains artistes. Et puis ensuite, oui, tu as raison, le nombre. C'est vrai que plus on est nombreux, plus on a le choix, plus on peut faire une sélection, plus on peut être exigeant. Donc c'est les deux, une volonté de l'État et en même temps l'opportunité du nombre.
Alors, est-ce que ces artistes chinois se produisent en Occident et en France, ou c'est encore une chose rare? Ah non, pas du tout. Il y a vraiment... Lang Lang est probablement le pianiste le plus connu au monde. Je veux dire, il croule sous les contrats, il joue partout. Et Yuja Wang, qui est plus jeune que lui, qui est remarquable, eh bien, elle aussi fait une fabuleuse carrière mondiale. C'est vraiment... Aujourd'hui, on peut dire que le monde du piano est dominé par deux pianistes chinois. Mais alors, effectivement, au niveau de la culture, nous avons des cultures tellement différentes entre le confucianisme, la culture ancestrale chinoise, et puis notre culture occidentale, qui est fondée sur d'autres valeurs, une autre histoire. Comment se fait-il que ces gens-là, qui ne parlent souvent pas notre langue, ni une langue occidentale d'ailleurs, un peu peut-être l'anglais, arrivent à sentir et avoir de l'émotion sur notre culture qui s'exprime par notre musique? Alors, c'est intéressant ta remarque, parce que lorsque j'ai donné mes masterclass de piano au Conservatoire de Pékin, il y avait un jeune pianiste de 15 ans qui m'a joué la transcription de la valse de Ravel pour piano solo, qui est une œuvre d'une difficulté épouvantable, techniquement. Et bon, j'avais l'impression qu'il ne comprenait pas très bien l'œuvre. Et alors je lui demande, et je lui dis tout simplement, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une valse? Eh bien, il ne savait pas. Donc c'est là où j'ai compris que euh, pour ces jeunes musiciens, ce qui est important effectivement, c'est de faire un passage en Europe. C'est-à-dire qu'une fois que leur technique est acquise, et vraiment le Conservatoire de Pékin fournit des gens d'une virtuosité incomparable, c'est bien qu'ils aillent étudier en Europe et qu'ils comprennent notre culture. Comme nous, lorsque l'on va en Asie, on doit faire un effort pour comprendre. Et c'est normal, on échange nos cultures. Et c'est ça qui est passionnant. Et c'est pour ça que Yuja Wang a étudié en France et Lang Lang a étudié à Boston. Non, à Philadelphie, pardon, au Curtis Institute. Pour comprendre, il a travaillé avec Barenboim. Et l'école du roi Charles III aussi, quand il était Oui, prince, absolument. il s'occupait d'une école à Londres. La Guildhall School Voilà. of Music. C'est ça. Hein. Ou la Royal Academy, je ne sais pas dans laquelle il a été. Mais alors nous, Français, est-ce qu'on reste un peu une école d'enseignement et une école de style à l'endroit de ces artistes internationaux qui nous découvrent? Parce que c'est vrai que je pense qu'une œuvre, et c'est le cas aussi par exemple pour la peinture ou pour d'autres arts, doit être dans son cadre général pour comprendre pourquoi l'artiste a écrit ça, qu'est-ce qu'il voulait dire lui-même en tant que compositeur, parce qu'il y a toujours des messages d'un artiste quand il écrit des notes. C'est pas des notes qui tombent du ciel, elles tombent peut-être du ciel, mais il y a quelque chose derrière. Et comment est-ce que les Chinois arrivent à comprendre, est-ce que nous, Français, on a cette stature de dire on a une culture très forte, on va la partager? Mais absolument, mais ce que tu viens de dire est tout à fait clair. Ce qu'il faut à partir d'un certain niveau, lorsqu'ils ont ce niveau, c'est qu'ensuite, ces œuvres qu'ils ont apprises en Chine, très probablement, de toute façon, ils lisent parallèlement la littérature occidentale. De toute façon, on ne peut pas séparer la musique de la littérature. Elle a souvent suivi la peinture, elle n'a pas toujours été précurseur, la musique, dans l'innovation, mais tout de même. Donc, à partir de là, on peut dire une chose qui est que la musique, pour la comprendre, il faut tout de même aller aux sources. Et si on veut jouer de la musique classique, c'est-à-dire la musique allemande du 18e, baroque, puis 18e, il faut aller en Allemagne ou en Autriche étudier. Parce que, par exemple, j'ai eu la chance d'étudier avec le fils de Paul Gulda, le grand pianiste autrichien. Je suis allée à Vienne travailler une sonate de Mozart. J'avais un récital Mozart, j'avais 4 sonates, mais je voulais justement vraiment voir avec lui, parce que j'avais entendu son père que j'admirais énormément, et je voulais voir avec lui comment jouer cette sonate. Donc je commence, je fais une mesure, il m'arrête. Nous avons littéralement passé la journée sur une sonate. Moi, j'étais épuisée. Et c'est là où j'ai compris, parce que, pourquoi m'arrêtait-il? C'était pour m'expliquer le contexte, mais pas seulement musical, de la composition, harmonique, mais aussi littéraire, politique, géographique. Donc c'était passionnant. Et ensuite, faisant le parallèle avec d'autres œuvres de Mozart. Donc, en fait, il y a un travail de fond énorme à faire lorsque l'on joue de la musique occidentale, même si on est occidental soi-même, puisque la preuve, pour moi, ça m'a pris une journée sur une sonate, mais d'autant plus si on vient d'autres cultures. C'est la même chose si nous on va... J'étais en Inde pour travailler avec des artistes de karatéka. Et
Bon, c'était très compliqué, très difficile pour moi. J'étais complètement noyée. Je pensais qu'on y arriverait vite et ça a été très très compliqué parce que la musique indienne a le quart de ton que nous on n'a pas. Enfin bref. Donc voilà, j'ai compris que là, ça j'y arriverais pas. À partir du piano, c'était impossible. Mais c'est intéressant de se confronter à d'autres cultures et de les comprendre. Mais il faut faire un effort, ça ne vient pas tout seul, hein. Oui, alors justement, en Asie, pas qu'en Chine, mais en Asie, les instruments de musique ne sont pas les mêmes, Exactement. les sonorités ne sont pas les mêmes. Non. Comment est-ce qu'une oreille chinoise peut arriver, ou asiatique, à comprendre une oreille occidentale qui est faite autrement, avec d'autres instruments et d'autres sentiments? Je te dis, on écoute d'abord en écoutant des disques. Enfin, maintenant, aujourd'hui, ça n'existe plus, donc des enregistrements de grands maîtres qui ont joué ces œuvres pour déjà s'habituer au rythme, à la tonalité, au son de l'instrument. Si on vient direct, si on est vraiment à la base, je veux dire, qu'on commence, et puis il faut jouer de l'instrument, c'est tout, ça vient comme ça. Et après, quand on arrive à un niveau important, et bien là, il faut faire l'effort supplémentaire qui est de vraiment comprendre pourquoi, comment on va jouer ces œuvres. Ah oui, alors toute cette jeunesse maintenant qui s'intéresse de nouveau à cette musique classique, puisque nous avons en France plusieurs chaînes de radio spécialisées, on constate, c'est vrai que aujourd'hui il y a beaucoup d'interprètes qui sont plutôt des rockstars que des... Quand j'étais jeune, on écoutait des concerts un peu barbants, les gens au fond de l'orchestre, etc., en smoking, etc., plutôt âgés. Aujourd'hui, il y a une jeunesse qui est interprète et qu'on trouve dans les magazines de mode, presque. Hein. Bon, Ouais. bon, est-ce que ça te semble un appel d'air vers une jeunesse qui n'est pas forcément éduquée, mais qui va vouloir un petit peu se projeter, comme elle se projette sur d'autres interprètes de musique contemporaine, on va dire populaire, plus facile à comprendre, parce que la musique classique, il faut une base, il faut une culture, il faut une écoute, il faut du temps. Et est-ce que le fait qu'aujourd'hui on projette des jeunes filles qui sont très belles, habillées comme des rockstars par des couturiers, on se dit, moi aussi j'ai envie de faire du violon, moi aussi j'ai envie de regarder du violoncelle ou d'écouter du piano, etc. Est-ce que ça facilite l'arrivée vers la musique classique? Alors écoute, c'est amusant cette question. Si on prend le cas de Yuja Wang, qui est une pianiste exceptionnelle, hein, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Quand elle est sur scène, elle est habillée comme une rockstar. Moi, je suis d'une autre génération, donc je n'y vois pas l'intérêt. Je pense qu'effectivement, c'est demandé par sa maison de disques ou je ne sais pas. Il doit y avoir quelque chose au niveau du marketing qui est indispensable. Moi, je ne le comprends pas très bien, mais bon, voilà, je peux imaginer la raison. Lorsque j'avais l'académie du Festival de Verbier, un jour nous avons reçu le directeur artistique de Sony. Et j'avais dit à mes élèves, tout le monde doit être là demain parce que vous devez comprendre comment fonctionne le marketing et comment on peut obtenir d'attirer l'attention d'une grande marque d'enregistrement. C'était en plus l'époque où on faisait encore des CD, beaucoup de CD. Ils viennent tous à l'interview et à un moment donné, un des élèves pose une question et dit « mais là on ne comprend pas très bien » parce qu'il avait parlé beaucoup de chiffres, beaucoup d'argent et puis on n'avait pas encore parlé de musique. Et alors, cet élève lui pose la question suivante et lui dit « mais enfin, entre Clara Askill et Claudia Schiffer, qui engageriez-vous pour enregistrer aujourd'hui ?» Et là, la réponse a été sidérante. Il a répondu Claudia Schiffer. Je peux te dire que le lendemain, j'avais pas un élève à la classe de piano. Ils sont pas venus, ils sont allés se balader. Ils ont dit « mais alors pourquoi on travaille ?» Alors ça, c'était exagéré. Moi-même, j'étais sous le choc. Là, je dis, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? C'était une métaphore. Mais une métaphore quand même un peu violente et qui met en fait en perspective le fait qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas d'artistes laids. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il n'y en a pas. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais petite, étudiante, tout le monde était plus ou moins laid. D'abord, les gens étaient moins beaux qu'aujourd'hui, parce que moins soignés. Voilà. Mais quand même, tous les gens que j'admirais étaient laids. C'est la beauté cachée des laits qui se voit sans Voilà, délai, de Serge Gainsbourg. Donc, et puis maintenant, quand on regarde les programmes, il n'y a plus de lait. Il n'y en a plus. Est-ce que les photos sont un peu arrangées aussi?
Non, les gens sont plus beaux, hein, en général, tout le monde est plus beau. Mais quand même, là, il y a aussi une sélection par la beauté. D'ailleurs, il y a très très longtemps, j'étais vraiment en admiration devant une chanteuse, une mezzo, en fait une contralto, avec une couleur de voix absolument incroyable. J'avais jamais entendu ça, donc j'appelle un ami qui était un très très grand agent de concert ici à Paris, et je lui dis écoute, c'est une perle, c'est incroyable, elle est géniale, arrive, parce qu'elle cherchait un impresario. Il prend l'avion, je vais le chercher à l'aéroport, on va à la maison, elle joue, elle chante divinement, etc., etc. Alors je lui dis alors, tu l'engages? Il me dit écoute, elle est géniale, non, je ne l'engage pas. Mais j'ai dit pourquoi? Et il m'a répondu ces choses invraisemblables, elle est invendable. Elle est trop laide. Alors, imagine ma gêne pour expliquer à cette fille pourquoi elle n'était pas engagée par ce grand impresario, sans nier son talent. C'était vraiment un cauchemar. Alors, est-ce qu'on est maintenant dans une ère audiovisuelle, télévisuelle, Voilà. les images, et que l'image prime sur le son, Exactement. et qu'on n'écoute pas? C'est pas nouveau que les gens n'écoutent pas ou ne lisent pas, mais effectivement, tu es en train de m'expliquer que le visuel a pris le... Parce que dessus. quand on est sur une scène d'opéra, on voit les acteurs très loin, bon, on voit des personnages, on voit des costumes, on voit pas vraiment les visages, qui sont très maquillés, hein. Dans le théâtre traditionnel chinois, on porte un masque. Hein, donc, japonais aussi, enfin, voilà, on est masqué. Le personnage qu'on est, c'est le masque qu'on porte. Voilà, exactement. Alors que là, on est un peu tout nu devant la caméra. Voilà. Et quelque part, c'est surprenant ce que tu nous racontes. Oui, donc, oui, non, non. Alors, ça veut dire que la beauté physique doit faire vendre la beauté audiovisuelle. Voilà, je n'ai pas dit qu'il n'avait pas de talent. Si on prend le programme de mon festival l'année dernière, Elina Garancha, j'ai failli tomber raide par terre et elle est belle. En plus, c'est une immense chanteuse. Lise Davidson est belle, c'est génial. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas aussi les deux. Comme Elisabeth Schwarzkopf, que j'ai eu la chance de connaître, qui était belle, qui avait une allure. Comme Maria Callas. Bien sûr, il y a ça. Mais il y a aussi, à la même époque, des gens que je ne citerai pas, qui étaient très très laids et qui faisaient des immenses carrières. Ça ne gênait personne. Et là, dernièrement, j'étais au Metropolitan Opera à New York. Et le ténor principal de l'opéra a chanté divinement, mais il était affreusement laid. Et ben, même moi, j'étais là, je lui dis, oh, qu'il est laid. Pourquoi? Je ne suis pas venu pour le regarder. Enfin, si, pour regarder la scène, si tu veux. Oui, la mise en scène. Etc. La mise en scène, l'action. Mais je suis surtout venu pour l'écouter. Oui. Donc, c'est-à-dire que même moi, je commence à avoir besoin d'être séduite visuellement pour écouter un musicien. Alors justement, tu es dans un secteur d'activité que je trouve très snob, très fermé, très compliqué. Et quand je regarde, on va parler de ton festival tout à l'heure, mais tu as un comité d'honneur tout à fait incroyable. Il n'y a que des mondanités là-dedans, puisqu'il y a quand même des têtes couronnées, il y a des grands chefs d'entreprise. Alors donc, évidemment, tu as quelques grandes stars de la musique comme Placido Domingo, Jean-Yves Thibaudet, Maxime Vinguerov, etc., qui sont incontournables. Mais je vois des familles royales de Grèce, du Luxembourg, du Qatar, de l'Égypte, c'est ça, des gens de business comme les Bertarelli, etc. Donc bravo, les d'Arambert. Alors pourquoi est-ce que la musique classique a besoin d'avoir tous ces noms flamboyants? Est-ce que c'est parce qu'ils vont donner de l'argent? Est-ce que c'est parce qu'ils vont apporter une caution morale et historique? Est-ce qu'ils vont donner une espèce de légion d'honneur aux gens qui vont dire j'ai été écouté par, comme toi peut-être petite, tu as été écouté par le général de Gaulle, donc tu as mis tes général de Gaulle aussi dans ton comité, mais je suis assez surpris de voir que autant de mondanité pour un art qui pourrait vivre par soi-même. Alors écoute, en fait ce comité, d'abord la référence mondaine, enfin je veux dire historique, elle est très importante. N'oublie pas que tous les grands compositeurs, que ce soit Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms, ils ont toujours eu des mécènes. Tous les artistes, les peintres. Voilà. Et la plupart de ceux de mon comité d'honneur sont des descendants de ces fameux ancêtres qui ont aidé la musique. Donc, c'est vrai que c'est un clin d'œil, si tu veux, à l'histoire de la musique. Les grands patrons de l'industrie, ce sont ceux qui donnent. Hein. Voilà, ça, ce sont mes mécènes. Les noms historiques, c'est un clin d'œil. Et comme tu le disais, beaucoup d'autres de mes mécènes sont très heureux de partager un dîner avec eux.
Parce qu'ils viennent au concert. Et ça donne un plaisir, si tu veux, d'être à côté de quelqu'un dont le nom rappelle de belles pages de l'histoire. Alors, oui, ça peut paraître snob, ça m'a été, d'ailleurs, la remarque que tu as faite m'a été émise de nombreuses fois, mais en même temps, ça fait partie du milieu de la musique, tu as absolument raison. C'est un milieu qui est quand même rattaché au passé. On peut dire ce que l'on veut, nous jouons des musiques du 15e, du 16e, du 17e, du 18e, du 19e et du 20e siècle. Donc, on est quand même ancré dans des traditions, des cultures du passé. Tous ces noms-là le rappellent. Alors en Mais, plus, ça coûte très très cher la musique classique. C'est un luxe, parce qu'il y a beaucoup de musiciens qu'il faut payer. Quand il y a des chanteurs d'opéra, l'opéra c'est l'art le plus cher quelque part. alors écoute, vraiment, il y a des efforts qui sont faits. Moi, j'ai des concerts à 30 francs, le prix d'un billet de cinéma en Suisse. Non, ça, je ne suis pas d'accord avec toi, ce n'est pas cher. Oui, c'est cher à l'opéra, mais il faut comprendre que les opéras, une production d'opéra coûte une fortune. Et on veut quand même que cette forme d'art continue, elle est essentielle à la culture occidentale. Bien sûr, les opéras sont soutenus par les ministères de la Culture, par des grands mécènes, par des sociétés, mais ça ne suffit pas toujours. Il y a eu d'ailleurs des grandes discussions au niveau des cachets des chanteurs pour éviter les excès, pour permettre aux maisons d'opéra de ne pas faire faillite. Mais enfin, une maison d'opéra ne dégage pas d'énormes profits, hein. Si elle finit even, c'est déjà formidable. Donc non, ce n'est pas que la musique classique est chère. Évidemment, si on veut aller à l'opéra à deux, c'est cher. Mais si on veut aller écouter un concert d'orchestre, on peut très bien y aller pour peu d'argent. Il y a de grands efforts qui sont faits pour, j'aime pas dire ça, mais démocratiser la musique. La musique n'a pas besoin d'être démocratisée. Elle est démocrate, elle est pour le peuple. Tous ces compositeurs ont écrit pour le public. Alors, bien sûr, ils ont pu le faire grâce à des mécènes prestigieux, des princes, des archiducs, des archevêques, enfin, etc. Mais le fond de l'histoire, c'est qu'en fait, ils voulaient que tout le monde les écoute. Schubert, l'inspiration de la plupart de ses mélodies, ce sont des chants populaires. Beethoven aussi, dans ses mélodies. Donc voilà, il y a toujours eu un lien très proche de la musique à travers ses compositeurs et le public, donc le peuple. C'est un art démocratique. Mais il faut payer les artistes. On veut quand même bien que les artistes mangent. Hein, on disait des poètes qui pouvaient vivre d'amour et d'eau fraîche. Les musiciens ont besoin de manger sérieusement. Je me souviens d'une scène dans le fameux film sur Mozart, où il écoute dans la rue à Salzbourg un ouvrier de l'époque qui sifflotait un des airs d'opéra qu'il avait lui-même écrit, et il disait à sa femme, tu vois, tout le monde connaît ma musique, y compris dans la rue, alors qu'il était payé pour jouer dans les salons. Donc c'est vrai que de temps en temps, on a assisté à des florilèges, par exemple d'opéras avec les grands airs d'opéra, etc. Et tout le monde les connaît. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très... Oui, oui. Non, non, c'est ce que je te dis, absolument pas. Ce n'est pas réservé à une soi-disant élite, qui d'ailleurs n'en est pas forcément une. Non, non, la musique est démocrate. Bah oui. Alors toi, tu t'es lancé dans un truc formidable, c'est donc le Gstaad New Year Music Festival qui va fêter cette année son 20e anniversaire. Et oui. Alors c'est une œuvre incroyable. D'abord, il y a un catalogue très conséquent, et je vois, il y a énormément de concerts. Comment est-ce qu'on arrive à joindre les deux bouts et à pouvoir monter un truc comme ça, c'est-à-dire convaincre les lieux, convaincre les interprètes, convaincre la presse, faire venir le public. Je sais que tu organises des dîners, des soirées, etc. Alors Gstaad, c'est une ville formidable, Oui, vraiment internationale. Alors explique-nous un peu comment tu es arrivé à monter ce festival. Eh bien, écoute, j'ai monté les marches une à une pour le monter. Bon, bah écoute, c'est compliqué, tu sais. D'abord, c'est énormément de travail, c'est complètement dingue. Mais le résultat vaut la chandelle. C'est vraiment, pour moi, le moyen de faire des programmations parfaites, idylliques, idéales, pour le public. Et pour moi-même, je suis absolument ravie. C'est très dur, parce que, de nouveau, le nerf de la guerre dans un festival, c'est l'argent. Et la musique, aujourd'hui, a affaire avec un jeune public, à des jeunes directeurs de marketing de grandes entreprises
qui connaissent peu la musique classique, qui ne sont pas particulièrement intéressés. Donc c'est vraiment très compliqué et très difficile. Vraiment, c'est... Il y a un problème de culture, c'est-à-dire qu'on Ouais. connaît assez peu la musique classique parce qu'elle est difficile, il faut faire des études, il faut regarder. Non, elle n'est pas difficile, elle parle au cœur. Mais non, simplement ce qu'il aurait fallu, c'est qu'on n'arrête pas l'éducation musicale dans les écoles. Parce que c'est quand même la clé Mm. pour montrer aux enfants, voilà, le bien que fait la musique à l'âme. Au corps d'ailleurs, partout, la musique, lorsqu'elle entre, lorsqu'elle nous pénètre, elle ne nous fait que du bien. De la Elle ne nous fait musique pas de avant mal. toute chose, et pour Absolument. cela préfère l'impair. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe là en fin d'année, en début d'année prochaine, fin Oui. 2025, donc le 20e anniversaire. J'espère Oui. qu'il y aura un immense gâteau. Ah oui, oui, on a un gâteau, là, j'ai un pâtissier absolument formidable qui vient de Belgique, qui est anglais, et qui nous fait toujours des pièces montées absolument incroyables. Alors je ne sais pas ce qu'il va nous faire cette année, ça va être sympa, on va amener l'énorme gâteau pour les 20 ans. Ça va être Tu vas sortir super. du gâteau, Deus Ex Machina, pas Oh, forcément. bah, ça peut-être pas forcément, non. Mais alors qu'est-ce que tu programmes d'alléchant en Oh, fin bah, d'année écoute, alors? donc tu sais, la première semaine, c'est toujours des concerts de chant, de Oui, voix. oui. Donc nous commençons le 26 décembre avec une soprano russo-libanaise absolument extraordinaire, Anna El Kachem. Non seulement elle est formidable, mais en plus elle est très belle. Bon, voilà, tu vois. Et on continue tous les soirs avec, si tu veux, des grandes vedettes. Nous avons évidemment Vittorio Grigolo, qui est un ténor absolument fabuleux, qui a chanté sur toutes les scènes du monde. Enfin, il est célébrissime. Je vais avoir Placido Domingo qui vient, il est adorable, il vient pour célébrer les 20 ans du festival. Il va chanter avec une soprano grecque, qui est formidable. Tu sais que le festival est sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Tout à fait. Donc Il sera là, Albert? Alors écoute, On ne sait pas. je ne peux rien dire. Bon, alors on ne dit rien. Mais ça veut peut-être dire oui alors. Non, On ne sait pas. je préfère rester prudente. En tous les cas, donc les musiciens du Prince, son orchestre, viennent avec Cecilia Bartoli, qui n'est plus à présenter, c'est la star des stars. Le 2, nous avons Nadine Sierra, la star des stars. Le premier, on a Marina Viotti, qui a chanté pour les Jeux Olympiques, donc qui a été vue par des centaines de millions de téléspectateurs. Le 3, j'ai l'immense Grigorian, qui vient chanter. Le 4, Jakub Orlinski, la haute conte préférée actuellement. Et une surprise, j'espère, qui va se concrétiser. Donc je ne peux pas encore le dire, mais alors là, c'est vraiment du crossover jusqu'au crossover. On ne peut pas faire plus crossover. Donc là, je travaille sur ce contrat qui est un petit peu compliqué, parce que c'est quelqu'un qui a 4 millions de followers ou 20 millions de followers, enfin, je ne sais même plus, c'est stratosphérique. Donc, mais en plus, il y a un vrai talent et qui fait ce mélange avec la musique classique. Donc j'espère l'avoir. Ensuite, on a du jazz, des stars comme Paul Lay, comme Aaron Deal, comme Joachim Horsley, et la merveilleuse Golda Schultz, qui va nous faire un programme crossover à partir du blues, du gospel, jusqu'à Broadway. Donc voilà, tu vois, c'est très varié comme programme. Enfin, c'est les 20 ans, il faut qu'on s'amuse. Et on a même du flamenco. J'adore le flamenco parce que j'ai habité l'Espagne. Formidable. La plus grande danseuse de flamenco vient. Ah. Mais alors, qu'est-ce qui fait que c'est dans les montagnes qu'on s'élève, on est plus près de Dieu? Oui. Et c'est pour ça qu'on a musique classique, parce qu'il y a plusieurs grands festivals dans la montagne, dans les montagnes Bien européennes, et donc dont le tien. Et donc on est un peu coupé du reste du monde, finalement, au fond des vallées, et on regarde vers le ciel. Absolument. Je crois que tu as très bien décrit le lieu. Bon, en plus, à Gstaad, il y a quand même la spiritualité qui reste de la volonté de Menuhin d'en faire le lieu de son festival. Le festival Menuhin, je crois qu'il a maintenant 45 ans, je ne sais plus. En tous les cas, c'est le grand festival, mais nous le suivons en hiver de très près, puisque durant mon festival, en 2 semaines, j'ai autant de stars, je dis bien de stars, je n'ai pas dit d'artistes, mais de stars, que le Menuhin Festival, ils me l'ont dit eux-mêmes. Donc tu vois, c'est un accomplissement qui me satisfait particulièrement. Et voilà, et donc les gens viennent te voir et écouter également des grands talents, et peut-être découvrir aussi tout ce que tu m'as expliqué. Je ne connais pas tout le monde dans les noms que tu m'as donnés,
C'est vrai que ça donne envie de se dire, et si j'allais voir, Ekstadt est une très belle station, puisqu'on En dit plus. toujours en anglais come up and slow down. Absolument. Hein, Et voilà. il y a d'ailleurs un hôtel qui est tenu par une société chinoise, qui Ah est l'hôtel oui. de Rougemont, Rougemont, formidable. qui est à 7 km de Gstaad. Eh bien, merci beaucoup, chère Caroline, et en tout cas, rendez-vous tous à Ekstadt en fin d'année pour ton festival. Bien, merci beaucoup Michel. À bientôt. À très vite.